Bonsoir et bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur la conférence de presse et les excuses de François Fillon. Une prise de parole présentée comme une opération de vérité, mais c'est aussi une triple offensive du candidat. Face à son camp, il affirme qu'il n'y a pas de plan B. Face aux Français, il dit que tous les faits sont légaux. Face à la justice, il remet en cause la compétence du parquet financier, sans oublier de dénoncer l'acharnement médiatique. Et maintenant, cela suffira-t-il pour reprendre la main? Le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. Et malgré ce contexte politique troublé, les meetings attirent un large public. On l'a vu ce week-end, notamment à Lyon, des files d'attente, des salles remplies. Alors de quoi est-ce le signe? Malgré la défiance des citoyens vis-à-vis des responsables politiques, il y a toujours un grand intérêt pour la politique. C'est le thème du match des idées qui opposera ce soir Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, à Alexandre Malafaye, président fondateur du think tank Sinopia. Enfin, l'entretien, mon invité nous propose de décortiquer les discours de Marine Le Pen pour déterminer les lignes idéologiques du Front National. Dans la tête de Marine Le Pen, c'est le titre du livre de Michel Elchaninov, docteur en philosophie et rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Le grand entretien, c'est tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Une marche blanche pour réclamer justice. 5 jours après l'interpellation violente d'un habitant à Aulnay-sous-Bois, 500 personnes ont défilé pour dénoncer l'attitude des 4 policiers aujourd'hui suspendus et poursuivis pour viol pour l'un d'entre eux et violence en réunion. Au cours de ce contrôle, Théo, 22 ans, a reçu un coup de matraque dans la zone rectale, lui infligeant une blessure qui a poussé les médecins à lui délivrer 60 jours d'ITT. C'est toute la jeunesse des quartiers populaires que la police a humiliée par cet acte infâme. Et je veux saluer vraiment la réaction du maire Bruno Béchiza, qui lui-même est un ancien policier. Justice. L'enquête sur l'agression au cocktail Molotov d'un équipage de police à Viry-Châtillon progresse. 6 personnes âgées de 17 à 19 ans ont été interpellées aujourd'hui à la Grande Borne et à Juvisy. 10 personnes sont actuellement mises en examen pour tentative de meurtre. Cet incident avait été à l'origine d'une fronde inédite dans la police et avait rouvert le débat sur la légitime défense des agents. Économie. Le site d'Alstom à Belfort menacé par un imbroglio juridique. Une commande de 15 TGV impulsée par le gouvernement est remise en cause dans une note juridique du ministère de l'économie. Bercy s'inquiète d'un éventuel non-respect de la libre concurrence dans cette procédure. Pour éviter de lancer un appel d'offres, l'État pourrait fournir les fonds à la SNCF afin qu'elle achète les rames initialement commandées par l'exécutif. Europe. Mettre en place un socle social européen. L'ambition est grande pour Jean-Claude Juncker, président de la Commission, et Bernard Cazeneuve. Ce dernier a plaidé à Bruxelles pour un large plan de lutte contre le dumping social. Également à l'agenda, le Brexit. Le Premier ministre défend un processus rigoureux. Il faut d'abord discuter sur les conditions dans lesquelles la sortie se fait, le faire dans le cadre des délais impartis à la négociation, sans perdre de temps, avec la volonté de faire en sorte, bien entendu, que les intérêts de l'Union européenne soient défendus et qu'un État qui sort de l'Union européenne ne puisse pas bénéficier d'un régime meilleur que celui qui existe entre les États membres. Par ailleurs, Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il ne serait pas candidat aux législatives cette année, car selon lui, la démocratie doit respirer. International. Le recul du gouvernement pour l'instant sans effet. La mobilisation s'intensifie en Roumanie où les manifestants réclament la démission du Premier ministre. Malgré le retrait du décret controversé assouplissant les règles anticorruption, près de 500 000 personnes ont défilé dans plus de 50 villes ce week-end, un record depuis la chute du communisme en 1989. Et dans l'actualité, c'est une prise de parole qui était très attendue et un changement de stratégie et de communication pour François Fillon qui demande désormais des excuses aux Français. Près de 10 jours après la déflagration politique et l'ouverture d'une enquête, eh bien c'est un quitte ou double pour le candidat qui tente de sauver sa campagne, son avenir et aussi celui de la droite. On en parle avec nos invités ce soir. Philippe Dallier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis. Avec nous également Jérôme Sainte-Marie, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut de conseil et de sondage Polling Vox. Face à vous et avec nous Irène Inchaudet,
Chospé, bonsoir, journaliste à l'Opinion. Et nous accompagne également ce soir Patrick Appel-Muller, bonsoir, directeur de la rédaction de l'Humanité. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose un résumé, un condensé de cette conférence de presse tout à l'heure avec Julie Hulin. Plus de 200 journalistes face à un candidat dans la tourmente. Une opération à haut risque, finement préparée, au cours de laquelle François Fillon a choisi de présenter ses excuses. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Des excuses et la carte de la transparence. Détaillant les activités de sa femme et de ses 2 enfants, François Fillon revendique des salaires justifiés, rejetant ainsi les accusations d'emploi fictif. Tous les contrats de travail dont je parle sont strictement légaux. Les sommes perçues ont été strictement déclarées aux impôts. Les revenus en découlant strictement imposés. Et les montants des rémunérations strictement respectueux du crédit alloué à chaque parlementaire. Aucune raison donc pour lui de rembourser les sommes perçues par sa femme. Et pas question de se retirer de la course à la présidentielle. J'ai été choisi par des millions de Français. Je ne suis pas le candidat d'un parti. Aucune instance n'a la légitimité pour remettre en cause le vote de la primaire. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat pour la gagner. Pour prouver sa bonne foi, François Fillon s'est même engagé à publier dans la soirée sur son site l'ensemble des rémunérations perçues par son épouse. Un ultime geste de reconquête. Voilà, et c'est fait ce soir puisque le candidat a publié sa déclaration de patrimoine en ligne. Philippe Dallier, première question, on la voit d'ailleurs sur l'écran. Comment le parlementaire filloniste que vous êtes se sent ce soir? Quelle différence avec l'état d'esprit qui était le vôtre il y a quelques jours, voire même quelques heures? Vous savez, comme beaucoup de Français, on a été assommés par cette avalanche d'informations plus ou moins vérifiées, je crois qu'il faut bien le dire. Et c'était difficile. Et je comprends combien ça a dû être plus que difficile pour François Fillon. Alors cette conférence de presse, nous l'attendions et je pense qu'il a dit ce qu'il fallait dire. D'abord, il a donné beaucoup de précisions, vous l'avez rappelé, elles sont en ligne. Il a reconnu qu'effectivement, il n'aurait peut-être pas dû, parce que même si on est dans la légalité, il y a des pratiques que les Français n'acceptent plus. Il a présenté ses excuses aux Français, donc je pense que c'est ce que nous attendions. Vous avez envie d'y croire ou vous y croyez vraiment ce soir? Non, j'y crois toujours. Voyez-vous, moi je suis François Fillon depuis 2012 parce que je pense qu'il a fait le constat qu'il fallait faire sur la situation de la France, qu'il apporte les bonnes solutions, même si elles ne sont pas toujours très agréables à entendre, parce qu'il va falloir faire des efforts pour redresser ce pays. Et je le suis aussi parce que je pense que c'est un homme intègre. Il n'a jamais eu de problème dans le passé. Là, on a voulu le salir, manifestement. Je pense qu'il y aura beaucoup à dire sur ce qui s'est passé, pourquoi c'est tombé à ce moment-là, de cette manière-là. Et j'espère qu'on ira un jour au fond des choses. Et on a essayé de nous voler la présidentielle, c'est-à-dire le débat sur le fond, le débat d'idées. Et ça, c'est ce qui me faisait le plus, ce qui me choquait le plus. Est-ce que vous êtes à 100% sur la ligne de votre candidat quand il dénonce les médias, la justice, le système? Écoutez, les médias, la justice... Moi, je note quand même que tous les éléments qui lui sont reprochés alors n'étaient pas publics, mais étaient à la portée de tout le monde. Que ça soit les contrats à l'Assemblée ou au Sénat, que ça soit les sommes déclarées au fisc. On ne parle pas d'un compte caché à Singapour, comme dans l'affaire Cahuzac. Donc tout ça était, quelque part, à disposition. Et entre les 2 tours de la primaire de la gauche, ça tombe. Le matin, le canard enchaîné paraît. 3 heures plus tard, on nous annonce que le parquet financier se saisit. 2 jours plus tard, on commence les auditions. Écoutez, c'est du jamais vu. Alors, la justice s'est saisie maintenant. J'aimerais qu'elle aille vite, parce que je suis persuadé, comme François Fillon l'a dit, que même si, moralement, les Français ne le comprennent pas, il est dans la légalité. Et je crains effectivement qu'on passe la présidentielle avant que la justice n'ait pu dire le droit. Et ça, c'est ce que l'on cherchait à faire. Et malheureusement, il en restera des traces. La justice, ou en tout cas le parquet national financier qui a réagi tout à l'heure, ça nous allons en parler. Restons aussi sur l'aspect politique. Premier tour de table, Irène Chospé. Quels sont selon vous les points forts et les manques de cette conférence de presse aujourd'hui ? Écoutez, les points forts, je trouve que déjà c'était plutôt courageux de se présenter devant 200 journalistes. Après tout, il aurait pu refaire un 20h avec un seul journaliste. Donc c'était quand même assez courageux, je pense, de sa part. D'ailleurs, on a vu que la première partie
quand il lisait un peu son discours et tout ça, il paraissait assez solide, voire serein. Quand les questions de journalistes ont commencé, il l'était quand même nettement moins. Et on a vu que c'était un peu plus de la rancune qu'il avait vis-à-vis des journalistes. Sa sortie contre Mediapart paraissait pas très opportune quand même. Donc là, il s'est un peu énervé. Après, sur le fond, on dit il n'a rien apporté de nouveau. Oui, mais il n'en est pas changé quand même de version. Donc il a redit que sa femme travaillait. Après, sur le fait de faire des excuses, je trouve que même si elles ne paraissaient pas, c'est pas un peu forcé quand même. Il a dû forcer sur son naturel pour faire ses excuses. Mais je me rappelle pas beaucoup de cas dans la Ve République où un homme politique ait fait des excuses et demande des excuses au peuple français. Donc je trouve ça pas mal. Sauf on l'a fait au nom de la France, mais pas pour des actes personnels. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Sur le fond, il n'a pas apporté grand-chose, mais je crois que le plus important, c'est peut-être ce qu'il a dit, qu'aucune instance dans le parti ne pouvait remettre en cause les résultats de la primaire. Donc je crois qu'il y avait un message essentiel aussi, c'était de remettre de l'ordre dans son camp. Et là, je l'ai trouvé que même dans le regard, il y avait une certaine fermeté cette fois-là. Donc je pense que le message est clairement passé. Alors Patrick Appel-Muller, je vous pose la même question avec un constat quand même qui peut-être va faire sourire les téléspectateurs, parce que c'est vrai qu'en voyant les commentaires d'il y a quelques jours et nos commentaires aujourd'hui, il y a une vraie différence. Et peut-être les citoyens qui regardent doivent se dire, même la tonalité médiatique, on le sent, depuis quelques heures, a même changé. Oui, une partie de la tonalité médiatique a changé. Donc vous ne faites pas partie alors Non, pas forcément. Non, je crois, je rejoins ce que disait Irène. Moi, le sens de cette intervention me paraît d'abord être silence dans les rangs en direction des leaders de la droite. Il rappelle qu'il ne doit pas sa légitimité aux Républicains, mais au vote de la primaire, qu'il ira donc jusqu'au bout, que personne n'est en circonstance de l'en empêcher, et donc il fait taire un peu ce qui était en train de bruisser autour de lui et qui était quand même tissé de beaucoup d'inquiétudes qui se retrouvent d'ailleurs dans l'électorat ou les militants essentiellement LR. La deuxième chose, c'est que je trouve la performance assez formidable. Réussir à s'excuser de la défiance des Français, c'est absolument remarquable. C'est pas ça. Oui, j'ai fait preuve de confiance, ça a provoqué de la défiance, c'était donc une erreur, je m'excuse de cela. Bon, il y a un petit peu plus dans l'esprit des Français. Il a inventé le revenu universel familial, on le voit dans l'ensemble des attendus, et puis les gens peuvent découvrir que tenir un agenda et transmettre des lettres à des entreprises peut rapporter jusqu'à 4 000 voire 7 000 euros. Ce problème demeure. Il ne s'en est pas débarrassé. Je pense qu'en revanche, il aura conforté sur sa résolution. D'ailleurs, vous ne le mettez pas sous le tapis, Philippe Dallier, les sommes en elles-mêmes qu'elles puissent choquer, ça, vous l'admettez? D'ailleurs, elles sont en ligne, je les ai consultées avant l'émission. La moyenne donne 3 300 euros net sur la période. Alors après, on peut tout cumuler. Maintenant, sur le reste... Les secrétaires seraient très intéressés de gagner sur cela. Écoutez, on parle d'assistants parlementaires. Donc la justice... Non, mais parler du travail la justice est saisie. Parce que de ce point de vue-là, ça suffit. Et il l'avait demandé. On peut dire tout et n'importe quoi. Et ça passe. Ah non, mais là, moi, j'ai lu ce matin dans le Télégramme de Brest, j'ai trouvé ça sur Twitter, un journaliste qui affirmait que dans l'après-midi, Fillon allait annoncer qu'il remboursait, donc il reconnaissait qu'il était coupable, et qu'en plus, il allait annoncer que sa boîte de conseil avait travaillé pour la Russie. J'ai lu ça ce matin dans le Télégramme de Brest, sous la plume d'un journaliste. Il y en a marre, un certain nombre. Non, sa boîte de conseil a travaillé pour deux de ses soutiens, qui sont Monsieur Ladrette de la Charrière et Monsieur... Vous m'avez bien entendu, je vous ai dit que ce journaliste, et vous pourrez le vérifier, parlait de la Russie. Il parlait de la Russie, c'est certainement un hasard également. Donc la justice maintenant est saisie, qu'elle fasse son boulot. Ce qui est bien, c'est toutes de les rester supputations. Sur les faits et le plus important, parce que c'est l'objet de notre débat politique. Jérôme Sainte-Marie, au-delà des réactions des parlementaires et des élus et des soutiens LR, au-delà des journalistes surtout, le plus important, c'est quand même l'opinion publique. Il y a cet électorat, ce noyau de l'électorat LR qui résiste, qui est bien encore là, même s'il y a une érosion. À vous contester? Oui, je répondrai oui. Et puis au-delà, c'est surtout l'opinion publique. À partir de quel moment on pourra voir s'il y a vraiment un impact important sur la vie des Français?
Alors, il faut bien faire attention de ce dont on parle. Déjà, il y a effectivement, d'ailleurs, François Fillon l'a dit, oui, effectivement, il y a davantage de sympathisants des Républicains qui lui font confiance ou qui se disent convaincus par ce qu'il dit que de sympathisants des Républicains qui ne font pas confiance. À moins de 3 mois du premier tour de la présidentielle, c'est un peu la moindre des choses. En fait, les sondages IFOP-JDD, 58% des gens convaincus. Et aujourd'hui, c'était un sondage, non, c'était Harris, JDD, non, c'était IFOP-JDD, je ne sais plus. Enfin bref, toujours c'est 65%. Et c'est des résultats. Et même un sondeur s'y perd. Alors non, mais ça n'a aucune importance. Ces sondages disent c'est rassurant. Ces sondages disent la même chose. Ils disent simplement qu'on a un score qui est certes encore majoritaire, mais qui en fait est très insatisfaisant. Bien sûr que le fait qu'on ait un tiers ou presque la moitié dans certains cas de gens qui ne sont pas convaincus par ce que raconte leur candidat, au moment où il est attaqué par tout le monde, c'était pas très bon. Mais ça, de toute façon, ce n'est pas très grave. Je crois que beaucoup d'électeurs de droite peuvent très bien ne pas être totalement convaincus, ou d'électeurs en général, ne pas être totalement convaincus par l'absolue probité de la famille Fillon, en se disant cependant, et c'est un peu le marché qu'a présenté le candidat François Fillon tout à l'heure, en disant « je ne suis pas parfait ». J'ai pu céder à des tentations humaines, comme vous l'auriez fait sans doute à ma place, mais l'important aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que vous voulez que le programme que vous avez approuvé lors des primaires sera défendu. Est-ce que vous voulez que là, le grand mouvement de réforme radicale qui est annoncé sera défendu? Et une fois qu'il a dit ça, il dit malgré tous les problèmes que j'ai et qu'éventuellement j'apporte un peu à mon camp, pensez-vous sérieusement que mettre en cause ma candidature, alors même qu'il n'y a aucun plan B qui n'a émergé de manière crédible au cours des derniers jours, ne va pas provoquer davantage de problèmes que d'apporter de solutions? Est-ce que vous pensez que 2 candidats, par exemple, puisqu'ils s'annoncent comme décidés à aller jusqu'au bout, que 2 candidats renforceraient nos chances de l'emporter, d'être qualifiés au second tour, plutôt qu'un seul, même si vous êtes un peu déçus? Mais même pour ajouter à votre argumentaire, il a même défié un petit peu son camp, Philippe Dallier. En tous les cas, ça a peut-être marché, puisque ce soir, il a réussi quelque chose. Il a tué toute tentative de putsch. Il n'y a pas de plan B, comme il dit lui-même, plan Bérésina. Et ceux qui avaient sorti leur griffe, il y en a eu notamment au Sénat, on l'avait reçu, le sénateur Alain Hooper, ou encore à l'Assemblée, Georges Fenech. Eh bien, ils ont limé leurs ongles ce soir. Et on va écouter la réaction du député Les Républicains Fenech. La question est de savoir, est-ce que nous allons pouvoir regagner la confiance des Français? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons tous rassemblés, puisque sa décision est prise. Elle ne l'était pas vraiment la semaine dernière quand il nous avait demandé de tenir encore 15 jours. Sa décision est prise. Il ira jusqu'au bout de cette élection. Donc, nous n'avons pas d'autre choix, quoi qu'on en pense, de soutenir sa candidature. Et je le ferai au même titre que les autres. Mais j'espère m'être trompé. Voilà, il espère s'être trompé, Philippe Dallier. En réalité, tous ces plans B, c'était des plans sur la comète. Surtout, vous n'avez jamais pensé à une alternative? Je pense que les putschistes, comme vous dites, parmi les parlementaires, n'étaient pas très nombreux. Il n'y en a pas énormément qui se sont exprimés la semaine dernière. Certains disent qu'il parlait à voix haute pour des gens qui pensaient... Oui, bien sûr. Écoutez, moi j'aime les gens courageux et qui disent ce qu'ils pensent en face. Parce que là, il y en a 2 qui se sont exprimés dans les médias. Les autres, on ne les a pas entendus. On leur faisait dire un certain nombre de choses. Voilà. Mais François Fillon avait parfaitement raison lorsqu'il a dit qu'il porte la légitimité issue de la primaire. Et il a été élu, mais il y a le programme sur lequel il a été élu. Le plan B... On aurait pu penser à Alain Juppé, mais le programme d'Alain Juppé n'était pas exactement le même. Et donc, qu'est-ce que cela voulait dire par rapport à tous ceux qui s'étaient déplacés? Et encore une fois, moi j'espère, je souhaite que dès demain matin, on reviendra sur le terrain des idées. Justement, parce que la présidentielle, c'est ça. Vous avez raison, c'est un choix pour 5 ans. Sur ce terrain-là, comment cette campagne fondée quand même sur les efforts demandés aux Français peut dorénavant s'articuler? Comment vous allez l'articuler par rapport à une contradiction d'image qui est réelle avec votre candidat, même si nous le verrons avec la justice, les faits sont... C'est ce que je disais. De ce point de vue-là, le mal est fait. Et ça va être effectivement, à mon sens, difficile. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Et nous allons effectivement remonter sur nos chevaux et partir à la bataille. Et c'est cela qu'il faut faire maintenant. Parce qu'il faut quand même regarder ce que nous avons en face de nous. Entre Mélenchon et Hamon, chacun se dispute un peu la gauche de la gauche. Et puis Macron, dont on ne sait absolument pas ce qu'il propose aux Français. Alors c'est bien, il y a de grands meetings, il y a du monde. C'est rafraîchissant pour certains. Mais qu'est-ce que propose Macron? Macron, c'est l'héritier de Hollande. Et croyez-moi que nous allons le rappeler. Et
Et puis nous avons quoi? Marine Le Pen, qui porte le programme de Mélenchon et qui entraînerait la France vers l'abîme. Alors non, on ne nous privera pas du débat de fond et nous allons y revenir. Avant que vous nous remontiez sur les chevaux de la campagne, comme vous l'avez dit, Irène Chospé, il y a aussi les élus. Vous en faites partie d'ailleurs de terrain, les parlementaires qui ont entendu des choses quand même très crues durant ces derniers jours. Vous les avez reçus en pleine figure? Oui, en pleine figure, et très difficilement, je vous l'avoue. Oui, on a eu beaucoup de mal, et beaucoup de mes collègues me l'ont dit. Sur le terrain, c'était difficile de répondre aux Français. Mais ceci étant dit, les choses ont avancé. François Fillon a mis les choses sur la table, la justice est saisie. Maintenant, j'attends que la justice dise le droit et je ne veux plus commenter les supputations des uns ou des autres. Sauf que Irène Chospé, il y a toujours le risque, je dis bien, d'éventuelles révélations confirmées ou pas, et bien du canard enchaîné à d'autres. C'est une vraie épée de Damoclès qui va maintenant rester sur la tête du candidat et d'ailleurs de tous les soutiens quand ils vont faire campagne. Oh, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir encore des révélations, je ne sais pas. Bon, déjà, Le Monde a sorti quelques affaires aujourd'hui, ce qui est un peu surprenant, parce que, comme l'a dit François Fillon, et c'est quand même vrai, tant que la personne n'est pas mise en examen, les avocats n'ont pas accès au dossier. Donc, qui transmet les pièces? C'est quand même le parquet, c'est-à-dire des gens qui sont... Vous vous étonnez d'ailleurs qu'on ne s'offusque plus de ces... c'est-à-dire déjà que, on sait bien que la présomption d'innocence et le secret de l'instruction en France, ça tient pas beaucoup. Alors quand ce sont les avocats qui transmettent les dossiers, mais alors là, c'est quand même assez spectaculaire. Parce que ce ne peut être que les magistrats du parquet ou bien les policiers. Donc là, on se dit quand même, c'est un tout petit peu curieux. Maintenant, bien sûr que ça va être très difficile, mais je crois pas qu'on peut dire quand même, on a l'impression que le programme de François Fillon, c'est ce qu'il a dit, que de toute façon, son programme, c'est fait pour détruire la France et que ça va être catastrophique. Enfin, ce qu'il dit, le scandale actuel, parce que j'ai remarqué que dans le discours de ce week-end, aucun candidat n'ose plus prononcer le mot chômage. Alors, il n'y a que Fillon qui parle du chômage, qui est quand même le problème majeur, et le chômage des jeunes, la pire des inégalités. Donc, je crois, je sais pas, moi, j'imagine que c'est très difficile pour les députés, mais je crois que quand il dit que son programme, ça vise à réduire le chômage et qu'il est fait pour redresser la France et pour essayer de redonner du travail, ça peut justifier quand même qu'on le suive, même. Mais nous vivons tous une situation presque schizophrénique, Patrick Appelmüller. Il y a évidemment le programme du candidat qui est porté par des parlementaires et qui ont creusé véritablement le sillon, et un programme qui mérite qu'on s'y attarde, mais il y a la justice qui se poursuit, il y a peut-être des manquements encore dans cette conférence de presse, vous avez rappelé sur la revue Les Deux Mondes, peut-être également, monsieur le sénateur, on pourrait vous poser la question également sur les chèques qui sont venus également de certains fonds du Sénat. Est-ce que tout cela a été déjà soldé au sein de l'opinion publique ? Je pense que l'opinion publique va conserver un certain nombre d'éléments d'information en tête jusqu'au bout. C'était fait pour. Et ça rendra. Mais c'est réussi. Oui, mais là je parle des éléments d'information. Je ne parle pas des supputations derrière. Je pense que ça restera. Donc aux électeurs, aux citoyens de choisir finalement. Aux citoyens de choisir, mais aussi aux responsables politiques et aux médias de veiller à ce que le débat porte sur le fond. Parce que tant qu'on restera polarisé sur les affaires, sur les épisodes des affaires, toute une série de propositions ne seront pas soumises, je dirais, au feu des questions des uns et des autres. Et par exemple, le programme de M. Fillon est extrêmement violent pour la masse des Français, sur les services publics, sur les emplois de fonctionnaires, sur la sécurité sociale. Enfin, la liste est assez longue. C'est de cela qu'il faut discuter. C'est, à mon avis, comme cela qu'on peut donner un élan, du souffle à la vie politique. L'aspect tous pourris qui sort évidemment tout naturellement de cette affaire, sert naturellement quelqu'un qui n'a pas de leçon pourtant à donner, c'est Marine Le Pen. Et je crois que il y a un effort nécessaire pour que le débat porte réellement sur les enjeux politiques, sur les choix de société. Pour une part, la moralisation de la vie politique fait aussi partie des choix de société. La rupture entre du lien entre un certain nombre d'hommes politiques et de capitaines d'industrie ou de capitaines de la finance est aussi une question à poser fortement pour les Français, pour leur donner des garanties. Tout ça, ça doit faire partie du débat public. Il faudrait que ce soit finalement des pistes intégrées à cette campagne présidentielle. Je ne sais pas si Jérôme Sainte-Marie, déjà, vous testez l'exigence démocratique. Je suppose que c'est une des premières exigences.
Peut-être avec des problèmes plus concrets quand même, comme le chômage ou d'autres questions. On sait très bien que les Français n'ont jamais été aussi sceptiques quant à la probité de la classe politique, alors même qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été faites, qu'en fait, sur le fond, en réalité, ça s'est terriblement amélioré. Mais ce que reprochent les Français, c'est beaucoup moins cet aspect-là, ou alors parfois ils parlent des affaires, mais souvent pour parler d'autre chose. C'est plutôt l'échec sur justement le front de l'emploi ou d'autres choses. Je crois malgré tout que lorsqu'on va revenir enfin à la campagne, il y aura des traces, parce que le programme n'est pas un programme facile, le programme de François Fillon, et c'est un programme qui ne consiste pas simplement, je crois, à demander des efforts aux Français, parce qu'en fait, ça ne demande pas des efforts à tous les Français. Et donc, il y avait ce soupçon d'injustice qui était peut-être nécessaire. Parce qu'au fond, c'est dire accepter un peu d'injustice pour avoir davantage d'efficacité. Mais ce soupçon d'injustice qui était porté, eh bien, aujourd'hui, va être brandi, va s'incarner en quelque chose, en disant le château, enfin, le manoir, le château de Sarthe, etc. Ça va être quelque chose qu'on a vu déjà un petit peu dans le déplacement de Charleville-Mézières et qu'on va revoir ensuite comme on a vu pour Manuel Valls. Dernière chose, une des grandes promesses que faisait à son propre camp et un certain nombre de milieux, eh bien François Fillon, c'était de dire j'aurai la base sociale et la détermination suffisante pour remporter non seulement la présidentielle, mais également le 3e tour social. Là, aujourd'hui, il est un peu touché. Je vais vous laisser réagir sur l'aspect politique de la suite de la campagne. Je voudrais qu'on fasse un point également sur l'aspect quand même judiciaire qui est très important. Vous l'avez noté cet après-midi, François Fillon s'est interrogé sur la compétence du parquet national financier. On va en parler avec maître Daniel Solez-Larivière qui est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir maître. Oui, bonsoir. Première réaction après cette mise en cause, en tous les cas, de François Fillon, c'est la réponse du parquet financier ce soir qui affirme, je cite, que l'enquête se déroule avec la célérité et la sérénité appropriées. Une décision, dit le parquet, sur l'orientation de la procédure sera prise lorsque les investigations seront terminées. Que pensez-vous de cette réponse? Et puis en amont, que pensez-vous de la mise en cause par François Fillon et ses avocats? Écoutez, je ne sais pas ce qu'a dit François Fillon sur la question constitutionnelle. C'est celle que j'abordais dans le papier que j'ai fait dans le Huffington ce matin. Et s'agissant des réactions du parquet financier, je pense qu'il ne répond pas à ce qui est, à mon avis, le problème. En tout cas, ce que je disais ce matin, c'est que les constitutionnalistes, en tout cas Pierre Avril, qui est le président de la commission du même nom, qui a, il y a 10 ans, avec quelques autres dont je faisais partie, Guy Carcassonne, parlait et traitait de ce sujet du statut pénal du président de la République, a quelques connaissances en droit constitutionnel, et me disait que ce sujet était tel que l'enquête du parquet pouvait être contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme qui concerne la séparation des pouvoirs. Maître, vous voulez dire que ce parquet national financier n'a pas compétence pour enquêter sur cette affaire? Je ne dis pas ça, je dis qu'il y a un problème qui se pose, qui est d'ailleurs ce soir dans Le Monde évoqué par un constitutionnaliste encore, M. Jean. Tout à fait. C'est un problème qui se pose avec des discussions avec des constitutionnalistes comme le professeur Pierre Avril. Le problème n'est pas de savoir quelle est l'évolution de l'enquête du parquet financier, qui doit être très bien faite. La question, c'est de savoir s'il peut se saisir du problème de questions qui concernent le Parlement, c'est-à-dire qui concernent le mandat parlementaire et qui concernent les impossibilités de saisir ou de contraindre les parlements à faire quelque chose. Ça remonte à 1789, vous savez, il y a le grand problème de la Révolution, c'était que les parlements, c'est-à-dire les juges, étaient contre le roi, et finalement, ils ont fait couper la tête du roi par erreur sans doute, mais ils sont tous morts aussi. Oui. Donc la question qu'on est Maître Daniel Solez-Larivière, on a bien compris le point très important que vous soulignez, que vous relevez, vous et d'autres. D'ailleurs, une question peut-être plus politique, mais qui tangente avec la justice. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie dangereuse de la part de François Fillon de défier ou de mettre en cause le parquet national? Écoutez, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas gentil. La question, c'est qu'aujourd'hui, premièrement, il est comme les pilotes dans une situation où il a dépassé la vitesse, où il ne peut pas faire autre chose que décoller. Et je pense qu'il a raison de tirer le manche. Sinon, ça va être le crash pour tout le monde. Et ensuite, il y a des problèmes. C'est pas parce que c'est l'affaire Fillon qu'il n'y a pas de problème constitutionnel et que la Constitution, parce que ça n'intéresse pas toujours beaucoup, y compris certains journalistes que j'entends, que je lis, c'est pas pour autant que les questions constitutionnelles n'existent pas. Bien sûr, donc, et voilà pourquoi
Comment ? Voilà pourquoi votre analyse est bienvenue ce soir. Merci beaucoup, Maître, de nous avoir éclairé sur ce sujet particulier. Peut-être une réaction, Philippe Dallier, à cela ? Qu'est-ce que cela démontre ? Tout ça a été fait dans une telle précipitation qu'on ne s'est peut-être pas posé, quand je dis on, la justice, on ne s'est peut-être pas posé les bonnes questions. Je le redis, le canard enchaîné paraît le mercredi matin, le mardi, la veille au soir, on avait déjà des éléments, et dans l'après-midi, le mercredi après-midi, le parquet national financier se saisit. C'est du jamais vu, du jamais vu. Voilà. Donc je pense qu'un jour, il faudra qu'on nous explique comment tout cela s'est passé. Moi, je demande à comprendre et je demande aussi la vérité sur cela. Parce que voyez-vous, c'est l'élection présidentielle qui est en cause et vous ne m'enlèverez pas de la tête, et j'espère de beaucoup de Français que tout cela n'est pas tombé par hasard. Ça a été la semaine merveilleuse de la gauche, entre les deux tours de la primaire, Macron qui montait, Valls qui était sorti, pour certains c'était la joie, et en plus on tombe à bras raccourcis sur François Fillon. Allez jusqu'au bout de votre raisonnement, donc d'où vient le coup ? Je dis que tout cela n'est pas un hasard, je ne sais pas d'où ça vient. Moi je ne ferai pas comme les autres, je ne sais pas d'où ça vient. Vous ne faites pas comme les autres. François Fillon a quand même dénoncé en début de semaine un coup d'État institutionnel qui vient de la gauche et du plus haut sommet de l'État. Il semble que des constitutionnalistes émérites émettent des doutes également. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ceux qui se sont saisis de cette affaire de manière aussi précipitée ne se soient pas interrogés. On a affaire aux plus hautes juridictions du pays. Pourquoi tout cela est-il arrivé dans ces conditions-là ? Irène Inchospé, c'est toujours difficile dans ce genre d'affaires. Et évidemment qu'à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'affaires, on s'est retourné pour voir s'il y avait des officines, si le coup était parti de quelque part. Le canard enchaîné dit qu'il a mené les investigations avec ses journalistes, etc. Est-ce qu'un jour, on pourra savoir s'il y a eu toute une chaîne dans cette affaire ? Écoutez, peut-être qu'un jour on pourra le savoir, mais enfin, pour l'instant, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'effet sur l'opinion que produire cette affaire, même si François Fillon est blanchi, comme vous disiez, l'effet restera quand même. Juste sur le parquet national financier, moi je ne suis pas constitutionnaliste, mais j'ai regardé la circulaire du 31 janvier 2014, signée par Madame Taubira, et qui définit précisément les compétences du parquet national financier. Et donc là, ça me paraît assez surprenant parce que, bon, compétences exclusives pour les délits boursiers et la fraude fiscale, très bien. Et ensuite, des compétences qui peuvent être comparées aux tribunaux de grande instance. Mais là, ils peuvent les traiter, en particulier le détournement de fonds publics, dans des cas particulièrement complexes seulement, parce que tous les cas de détournement de fonds publics ne remontent pas dans les mains de Madame Eliane Houlette. Alors je me demande ce qu'il y a d'éminemment complexe dans cette affaire Fillon, s'il y en a une, puisqu'il y a des bulletins de salaire, tout a été déclaré au fisc, donc là je pense... En tous les cas, c'est un point constitutionnel qui est soulevé. Oui, mais moi je crois qu'il y a ça en plus, c'est défini par Madame Taubira, ça colle pas, quoi. Je pense pas que même s'il y a détournement de fonds publics, l'affaire soit suffisamment complexe pour qu'elle relève des prérogatives de Madame Eliane Houlette. Oui, juste par rapport à la prise de parole de François Fillon tout à l'heure, sincèrement, j'ai trouvé que la première partie sur les excuses, tout cela, c'était bien exécuté, c'était bien dit, mais le texte est connu par cœur. Vous revenez à la première question du débat, voilà. Vous avez raison. Non mais attendez, je veux vous dire, c'est le texte que délivrent les agences de communication à leurs clients, chefs d'entreprise, etc. C'est standard, on a vu ça déjà 100 fois, ça n'a aucun intérêt. Hein. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'aspect évidemment politique, et parmi cela, je parle sous le contrôle de monsieur le sénateur, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de sympathisants de droite ou d'élus de droite qui étaient depuis quelques jours très embarrassés puisqu'ils n'avaient pas d'éléments, si vous voulez, d'éléments de langage par exemple ou d'arguments à opposer à tous ceux qui se moquaient d'eux, qui les critiquaient. Là, effectivement, les attaques contre la presse, contre la gauche, contre le pouvoir, à mon avis, permettent effectivement à la droite de se reconstituer en quelque sorte et aux sympathisants de droite et à l'électeur de droite de base d'avoir une riposte. On sait que c'est toujours très efficace, d'autant plus que ce n'est pas forcément infondé. Oui, je pense qu'il y a l'effet et les faits. Et les faits demeurent. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses. On verra si c'est juridiquement punissable ou pas. Pour l'instant, les preuves du fait que ce soit illégal ne sont pas apportées. Donc la présomption d'innocence là-dessus peut exister. Mais je crois que ces faits ne sont pas effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, très difficiles à trouver et à mettre au jour. Et je rappelle qu'il y a un certain nombre de mois, 2 ans exactement, Rachida Dati a invité tout le monde à s'y intéresser dans un tweet. Donc je pense que
beaucoup de gens étaient au courant là-dessus et je ne crois pas qu'il faille y voir un complot, s'intéresser à la réalité de la probité, de la concordance entre les paroles et les actes d'un responsable qui aspire aux plus hautes fonctions de l'État n'est pas anormal. Il y a des faits qui effectivement gênent aujourd'hui les Français. Nous restons pour l'instant sur ces faits. Les conditions d'entrée dans cette procédure juridique mérite d'être éclairci constitutionnellement, si effectivement ça n'est pas conforme. Je ne suis pas sûr que le dossier soit si facile que ça, parce que vérifier la réalité d'un travail effectué quand une attachée parlementaire n'est pas présente à l'Assemblée nationale, n'a pas de mail à l'Assemblée, etc., c'est assez complexe. Oui, mais c'est pas de ça dont on parle. On parle de paradis fiscaux, voilà. de sociétés offshore. Ça n'a strictement rien à voir. J'imagine, et la presse, un certain nombre de journaux avaient fait des hypothèses, à mon avis hasardeuses, sur des montages financiers qui pouvaient concerner des financements politiques derrière cette affaire, et que ça méritait d'être éclairci. La rapidité de la saisie, je rappelle aussi que François Fillon l'avait réclamé. Donc, il l'avait réclamé le jour même de la parution du Canard enchaîné, lui aussi. Après que le parquet soit saisi. Oui, il a dit qu'il voulait être entendu. Je souhaitais que ça aille très vite. Mais de toute façon, qu'il y ait des points que les constitutionnalistes ont relevés, c'est important de le citer ce soir, on voulait insister là-dessus. On va revenir quand même au débat politique, parce que si les autres candidats à la présidentielle ont un peu retenu leur coup, Philippe Dallier jusque-là, ce n'est plus le cas. On va écouter notamment le candidat socialiste Benoît Hamon après cette conférence de presse. Finalement, le problème de François Fillon, c'est qu'il ne comprend pas bien qu'il y a une forme d'impunité qui, même si tout ceci est légal et qu'on a parfaitement le droit, ou qu'on avait parfaitement le droit d'embaucher quelqu'un de sa famille, apparaît comme anormal pour les Français. On ne peut pas demander des sacrifices aux gens et finalement soi-même donner le sentiment qu'on ne s'applique pas à soi la sévérité, l'austérité que l'on demande à tous les autres. C'est aussi simple que cela. Et c'est dans ce décalage que se nichent les pensées et les colères les plus dangereuses, parce que cela peut alimenter le vote en faveur d'un projet encore plus sinistre que le sien, celui de Madame Le Pen. Philippe Dallier, à quoi va ressembler votre campagne? Vous allez être pilonné jour et nuit sur ces affaires. Je vais pointer ce qu'a dit Benoît Hamon. Dans la même phrase et à quelques mots d'intervalle, il nous dit impunité et c'est légal. Il faudrait juste lui offrir un dictionnaire parce que je pense qu'il ne maîtrise pas bien le vocabulaire. Voilà. Maintenant, Benoît Hamon, il est comptable, comme Macron, de la situation dans laquelle la France se trouve. 9 millions de pauvres, 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, 2200 milliards d'euros de dette. Il y en a aussi un peu pour nous, mais 2200 milliards, 70 milliards de déficit budgétaire, une croissance à 1,1% en 2016, inférieure à celle de 2015, alors qu'il nous répète que tout va mieux. Alors Benoît Hamon, il essaye de se défiler, mais il fait partie du Parti socialiste. Il est peut-être le candidat qui s'est démarqué de Hollande, mais il est comptable de l'héritage de Hollande. Et ça, nous allons le porter sur la place publique. Et alors, son revenu universel à 400 milliards. S'il suffit d'avoir des idées telles que celle-là pour passer pour je ne sais quel chevalier blanc, alors vraiment, merci. Donc, vivement que l'on vienne sur le fond, parce qu'il y a tellement à dire sur le bilan et sur leurs propositions. Je vais vous laisser conclure un peu sur la tonalité de cette campagne. Là, on parle d'une campagne qui est très violente, une campagne où il y a le spectre quand même des affaires Irène Inchospé. Autant une concentration d'éléments en si peu de temps, en moins de 3 mois, c'est inédit. Oui, c'est totalement inédit et c'est vrai que la campagne va être très difficile, je pense, pour les Républicains. Après, si jamais il est élu, je pense que de toute façon, avec son programme, François Fillon mettait la moitié de la France dans la rue, il mettra 3/4 de la France dans la rue à cause de cette affaire. Voilà. Même question sur la tonalité de cette campagne, Patrick Appel-Muller? Oui, mais... moi, je ne trouve pas que pour l'instant la campagne soit réellement violente sur les idées et sur les programmes. Là, il y a de vrais affrontements qui méritent d'être conduits et le programme de François Fillon donne beaucoup d'espace pour cela. Ensuite, je pense qu'il faut assez vite passer sur le débat sur les affaires et permettre aux Français de se retrouver dans des échanges politiques qui répondent à leurs urgences de vie, à leurs urgences sociales.
Ce qui me frappe surtout, c'est que la campagne ne commence pas. C'est-à-dire que, et ça a des conséquences très concrètes sur l'évaluation d'ailleurs des rapports de force. On sait que les sondages qui sont faits actuellement en termes d'intention de vote sont très bizarres. La gauche est très haute, on ne sait pas pourquoi. En fait, on sait tout simplement parce que c'est au mois de février généralement que rentrent en les catégories les moins politisées, souvent les catégories populaires, dans le jeu. C'est là où il y a toujours des réalignements brutaux parce que, en fait, les 30% d'abstentionnistes intermittents, eh bien, commencent à s'intéresser, à regarder la campagne, non plus, enfin les politiques non plus comme un spectacle, mais commencent à se dire pour qui je vais voter, qu'est-ce que je vais choisir. C'est là où on commence à avoir réellement des intentions de vote et non pas des préférences de vote. On devrait y être, et très sincèrement, c'est pour ça d'ailleurs que les sondages s'en prennent à prendre avec une précaution particulière, on devrait commencer à y être et on n'y est toujours pas. Pour conclure, Philippe Dallier, c'est demain que François Fillon va recevoir les parlementaires dont oui, demain 11h30. J'imagine. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Je pense qu'on va être beaucoup à lui dire que... Mais vous, personnellement, si vous devez lui dire quelque chose ? Je lui dirais merci. Merci. D'avoir effectivement trouvé les mots qu'on attendait. Parce que je pense que ces mots-là, les Français les attendaient, et nous également. Est-ce que vous n'allez pas lui dire aussi, les yeux dans les yeux, j'espère que tu dis vrai pour notre famille politique ? Je crois qu'il dit vrai. Merci, merci pour ce débat, merci pour cette analyse. Et justement, c'est en lien avec notre prochain plateau. Malgré ce contexte politique troublé, eh bien, les meetings attirent un large public. On l'a vu notamment ce week-end à Lyon, des files d'attente, des salles remplies. Alors de quoi est-ce le signe? Malgré la défiance des citoyens, il y a toujours un très grand intérêt pour la politique. C'est le thème du match des idées qui opposera dans quelques instants Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, à Alexandre Malafaye, président fondateur de think tank Sinopia. Restez avec nous, c'est tout de suite. Bakshish, peshkesh, chobouk, shpertz, autant de nuances pour une même réalité, le pot de vin. Nous sommes très contents de voir que des gens qui semblaient intouchables sont maintenant mis en prison pour des faits de corruption qu'ils ont commis. Ce sont des gens très intelligents. C'est comme une partie d'échecs. Tu avances un pion, il avance un pion, et à la fin, on voit qui a porté le coup fatal. La mentalité d'un peuple ne change pas en 5 ou 10 ans, c'est sûr. On a besoin de beaucoup de temps, beaucoup de petits pas, des erreurs aussi, et pas mal de tentatives pour construire quelque chose. Roumanie, le grand ménage, samedi à 22h sur Public Sénat. L'échec peut être raconté de 1000 manières, mais comment quitter la scène sans insulter l'avenir? Et quelles sont les nouvelles règles imposées par les primaires où les vaincus doivent en plus encourager le vainqueur? Cette semaine, nous habillons en tout bien, tout honneur, les bons et les moins bons perdants. Déshabillons-les, mercredi à 18h45 sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct. Bien sûr, c'est votre émission. On va plus loin pour évoquer à présent ce fait. Les meetings politiques font le plein. Malgré cette période troublée, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a du monde. On l'a tous constaté samedi et dimanche, vous le voyez sur ces images. À Lyon, cette ville devenue véritable arène politique avec des milliers de citoyens qui se sont rendus dans les meetings d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon ou encore de Marine Le Pen. Les Français sont et restent passionnés par la politique pourvu que ça dure. On va en parler avec nos invités ce soir. Gilles Finkelstein, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Face à vous et avec nous, Alexandre Malafaye, bonsoir. Bonsoir. Président fondateur de think tank Sinopia. Tout d'abord, messieurs, avant d'aborder notre sujet, de rentrer dans le vif de notre débat, votre première réaction, Gilles Finkelstein, peut-être un peu plus distancié, votre regard sur cette conférence de presse et ces excuses aujourd'hui de François Fillon. Écoutez, beaucoup a déjà été dit depuis ces quelques heures. Sans doute, une page se tourne qui est de savoir s'il y a un plan B, si Fillon va aller jusqu'au bout. Sans doute, on le saura, on en saura peut-être un peu plus demain. Et de ce point de vue-là, le timing qu'a choisi François Fillon, pour une fois depuis le commencement de cette affaire, a sans doute été bon de son point de vue à lui, parce qu'il a un peu coupé l'herbe sous le pied de ceux qui éventuellement auraient recherché une autre solution. Donc peut-être que cette page-là se tourne, mais je crois que les dégâts dans l'opinion restent, qu'ils sont profonds et que l'image de François Fillon va en être durablement altérée.
Les dégâts, Alexandre Malafray, et puis une campagne qui est totalement entravée, bousculée, parasitée par ces affaires et puis ces révélations, prouvées ou pas. Comment mener campagne dans ces conditions? C'est très difficile pour la campagne en général et pour les Français, pour le débat politique, c'est très très difficile. On va avoir beaucoup de mal à dépasser ces histoires. Je suis persuadé que dans les jours qui viennent, on va continuer à en parler, à en reparler. Il y aura des séquelles judiciaires. Et de toute façon, comme l'a dit Gilles Finkelstein, l'image de François Fillon est écornée. Le vrai danger pour lui, c'est que l'erreur est humaine. La persévérance est diabolique. Donc j'espère vraiment pour lui que ce soir, il a tout dit et qu'il n'y a pas quelque chose qui va revenir ou une affirmation qu'il a pu faire aujourd'hui qui se retournerait contre lui demain, parce qu'à un moment donné, ce ne sera plus possible. Je crois il a percé à lui tout seul le plafond du seuil de la tolérance des Français à l'égard de ces politiques qui finalement occupent les fonctions mais ne font pas le job. Et c'est ce qu'on leur reproche. C'est pour ça qu'il y a cette irritabilité contre les politiques français aujourd'hui, cette remise en cause. On va parler des meetings qui disent quelque chose, mais quand même il y a un malaise extrêmement profond. Et je crois que là, on est face à un comportement qui évidemment n'est plus acceptable, mais qui masque une réalité dont il faut vraiment qu'ils prennent tous conscience. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est un mouvement de fond des Français qui ne veulent plus de ce type de comportement. Il va falloir raccrocher avec les Français, avec la vie politique dans le cadre du débat. Comme je vous disais, le problème, c'est que ce débat-là, aujourd'hui, est très mal parti. C'est très intéressant, vous dites qu'il a percé le seuil de tolérance des Français. Gilles Finkelstein, est-ce qu'à l'inverse, il peut y avoir un moment de bascule dans l'opinion, alors plutôt de droite, mais même dans l'opinion plus générale, à partir duquel une partie de cette opinion va croire à l'hypothèse de l'acharnement, va se dire trop c'est trop? Ça, je n'en suis pas certain. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a été pendant longtemps dans un système politique qui était à l'état solide, structuré autour du clivage gauche-droite, avec des comportements politiques qui étaient prévisibles et des électeurs qui votaient et qui revotaient pour les mêmes partis. On est passé, il y a quelques années, à un état liquide, où la mobilité est beaucoup plus forte. La question qui se pose aujourd'hui avec les mouvements browniens de l'opinion, d'une rapidité, d'une ampleur sans doute sans précédent, c'est est-ce qu'on est passé à l'état gazeux? Et là, tout peut se passer à peu près dans tous les sens, et c'est ça, je crois, l'élément le plus inquiétant de la situation que nous vivons aujourd'hui. Oui, l'état dont on pourrait parler, en fait, s'appelle l'oclocratie, qui a été théorisé il y a un peu plus de 2000 ans par un historien grec. Et cette fameuse oclocratie, c'est le régime, un régime politique sur lequel ce sont les foules qui ont le pouvoir. Et on voit bien qu'on est en train de basculer dans quelque chose qui, bien sûr, avec le moyen des réseaux sociaux, apporte une espèce de vitalité, si je puis dire, à la politique, mais d'une vitalité au sens capacité de mobilisation et de lynchage, dans lequel, évidemment, on retrouve tous les méfaits de la post-vérité, où l'émotion prend le pas sur les faits, sur la réalité, sur ce qui peut être effectivement vrai. On l'a vu dans le cadre de l'affaire Fillon, arriver à s'exprimer sur cette affaire en disant et en prenant sa défense, c'était quasiment impossible. Il y avait un effet de foule, virtuel certes, mais une capacité de lynchage incroyable. Certes, il y avait un dossier qui n'était pas très facile à défendre non plus, et ce qui explique que ces porte-paroles étaient quand même dans l'embarras pendant de ces longues il est lampiste. Journées. Dans cette affaire-là, il est lampiste. C'est-à-dire que c'est lui... parce qu'il a pris une posture de monsieur propre, de se retrouver en situation d'être évidemment, on va dire, il a péché par le fer, il meurt par le fer. Voilà. Mais je crois qu'au-delà de ça le rattrape parce qu'il y a véritablement, comme je disais, ce mouvement de rejet. Je crois que les Français ont passé le cap et il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. Alors c'est toujours le problème dans ce genre de situation. Vous franchissez toute une série de seuils et il n'y a pas de retour en arrière. Et ce qui est très préoccupant, c'est comment la vie politique française va se réorganiser autour de ça, avec cet excès de transparence, avec cet excès de contrôle, et puis ces mouvements qui sont irrationnels. Excès de transparence. Donc pour vous, la transparence a des méfaits. Mais je pense que la transparence, il en faut. Je pense que surtout, il faut de l'éthique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas perdre de vue que quand le peuple n'admire plus, il n'obéit plus. Donc à un moment donné, les gens qui nous représentent doivent comprendre qu'ils doivent être absolument exemplaires. C'est leur rôle, c'est leur mission, ils doivent être en parfaite incarnation. Et c'est aussi pour ça que ces primaires, on devra les interroger un jour sur peut-être le fait que, d'une certaine façon, elles incarnent peut-être aussi une forme de faillite des partis politiques. Parce qu'un parti politique bien câblé, bien connecté, qui prépare son candidat, doit passer tout ça au crible. Il n'est pas possible qu'on se retrouve avec un garçon qui a 3 millions de personnes qui ont voté pour lui et qu'on découvre qu'il a un énorme cadavre dans son placard, parce qu'évidemment, ça allait sortir au bon moment. C'est incroyable qu'on n'ait pas passé ça au crible. Donc c'est là où les partis font plus leur travail. C'est une certaine forme de faillite des partis, cette situation des primaires qui finalement font que les partis n'arrivent plus à désigner le meilleur d'entre eux. Donc finalement, c'est Ponce Pilate, allez-y, on va confier ça à la foule, j'en reviens à mon holocratie, et le résultat des courses, c'est qu'on a quelqu'un qui sort, et ce quelqu'un qui sort, malheureusement, il n'est pas impeccable. C'est vrai que sur le sujet des primaires, nous verrons dans quelques mois, quelques années, mais ce système pourrait être remis à plat, contrairement à ce qui a été dit. On l'a tous, beaucoup l'ont vanté comme la solution démocratique pour les partis en mal de leadership, etc. Le problème, c'est que c'est à la fois
ça, c'est-à-dire quand il y a une contestation pour le leadership dans un parti, il n'y a sans doute pas de moyens plus démocratiques, a fortiori compte tenu de l'affaiblissement dans lequel ils sont pour désigner le candidat. Et en même temps, on voit apparaître de plus en plus les inconvénients, les limites, les faillites parfois de ces primaires, notamment quelque chose qui peut-être n'apparaissait pas précédemment, c'est que d'une certaine manière, les primaires interdisent tout travail collectif avant la primaire elle-même. Or, c'est une des fonctions principale d'un parti politique. L'intérêt des candidats d'une primaire, c'est d'arriver chacun avec son programme et pas du tout d'aller travailler en amont avec les membres du parti. Voilà, les 3 candidats dont nous allons parler, qui se sont retrouvés ce week-end à Lyon, qui étaient vraiment transformés en véritable arène politique, et bien ces candidats ne sont pas passés, quant à eux, par la primaire. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Il est vrai que quand on va les revoir ces images, elles étaient impressionnantes. Des files d'attente, souvent interminables, des salles pleines dans les différents meetings. On les voit. Alors là, c'était avec cet hologramme également de Jean-Luc Mélenchon qui a le don d'ubiquité d'être présent à la fois à Paris et à Lyon. Emmanuel Macron. Il y avait une bataille aussi du nombre de personnes présentes dans les meetings. De quoi est-ce le signe, Alexandre Malafaye? Comment vous interprétez ce qu'on pourrait voir comme un engouement, une appétence? Oui, alors les Français aiment la politique. Ça, c'est quelque chose qui reste profondément ancré. Vous ne le dites pas pour nous rassurer. Non, mais d'ailleurs, le baromètre annuel Sciences Po, Cevipof le confirme. Il y a, je crois, le dernier chiffre, c'est 58% des Français qui se disent intéressés par la vie politique française. Mais il y a, pour le coup, malgré tout, un véritable doute des Français par rapport à la vie politique. Et on a publié avec Sinopia un sondage mi-janvier, avec l'IFOP, qui disait qu'en fait, 62% des Français, à mi-janvier, se posent fondamentalement la question de leur vote. Et en fait, ils disent à ce stade, on va aller voter par devoir. Donc 2 Français sur 3 qui disent on va voter par devoir. Donc en fait, il n'y a pas d'appétence réelle, en tout cas pour une figure ou pour une autre qui est en train d'émerger. Plus généralement, ces meetings, bien sûr, ils ont un effet spectaculaire et les médias ont un effet loupe, évidemment, qui renvoie quand même quelque chose de stimulant, de dynamique. Et c'est tant mieux et c'est bien parce que la politique, on a aussi besoin de ce type de mouvement, de fête populaire. Mais pour autant, je crois que c'est quand même un petit peu l'arbre qui cache la forêt d'une démocratie qui est très malade. Et là encore, je pense qu'il faudrait que... Vous savez, nos institutions, je pense qu'elles ont cette qualité qu'on appelle très solide, mais en tout cas également ce défaut de couper vraiment ceux qui nous gouvernent des réalités. Et donc ce type de mouvement et de moment de grande ferveur a aussi l'inconvénient de mettre le candidat dans une bulle. Et donc on perd de vue cette réalité et c'est ce qui arrive à nos politiques depuis très longtemps. Et d'ailleurs le candidat croit, parce qu'en donnant le nombre de meetings, le nombre de personnes présentes dans les meetings, croit que c'est les meetings, Gilles Finkelstein, qui font l'élection. Or ça n'a jamais été le cas. S'il y avait... on est d'accord, un parallèle entre l'engouement dans les meetings et l'élection, ça se saurait. Sinon, Nicolas Sarkozy aurait sans doute été candidat à la place de François Fillon. Un mot sur l'arbre et un mot sur la forêt, parce qu'effectivement, il y a les deux. L'arbre, c'est-à-dire ce que l'on voit là, des meetings avec une mobilisation extrêmement forte. Il y a une explication traditionnelle qui est juste, qui est celle que vous avez évoquée. La France est un pays politique, la France est le pays de la passion de la politique. L'élection présidentielle est l'élection qui intéresse le plus les Français, d'où ces mobilisations. Mais je crois qu'il y a d'autres éléments sur lesquels il faut s'arrêter, qui sont des éléments peut-être un peu nouveaux. Le premier, c'est qu'il y a un élément de conjoncture. Je crois que dans la situation qui suit les attentats, il y a, nous, on l'a senti dans tous les événements que la Fondation Jean Jaurès a organisés l'année dernière, une volonté des citoyens de se retrouver, d'échanger, de comprendre, qui peut être aussi une des explications. J'ajoute un deuxième élément qui tient à vous, le système médiatique, et qui est un des éléments positifs des chaînes d'information continue. Une des spécificités de la précédente campagne électorale, et on le voit déjà depuis le commencement de celle-ci, c'est que les citoyens ont accès au discours dans leur intégralité, ce qu'ils n'avaient jamais auparavant, à l'exception des quelques milliers qui y assistaient. Et ça peut créer un mouvement, une dynamique, en se disant c'est intéressant, on va aller voir ce qui s'y passe. Et puis j'ajoute un dernier élément, on le voyait sur les images, c'est la qualité du spectacle. N'a rien à voir avec la manière dont étaient organisés les débats, les meetings il y a 20 ans. Il y a une professionnalisation, la qualité du son, de l'image, de la réalisation. Même virtuelle maintenant. Même virtuelle. Vous voulez dire qu'on va à un véritable spectacle parfois quand on va assister à un... C'est une des dimensions, au-delà évidemment du contenu et de la mobilisation. Et donc tout ça fait qu'il y a ces phénomènes, c'est l'arbre, mais il ne faut pas oublier la forêt. Alors, ça, c'est une partie d'un tout, et le tout, il est beaucoup plus inquiétant, avec simplement un chiffre quand même qu'on a peu évoqué depuis le début de cette campagne, c'est que l'indice de participation
à l'élection présidentielle reste faible. C'est exactement la tonalité des réactions sociaux que vous avez, notamment Renaud qui vous dit, Alexandre Malafaille, mais si la politique intéresse tant, pourquoi y a-t-il tant d'abstention? Il y a beaucoup d'abstention sur toutes les élections intermédiaires. En général, lors de l'élection présidentielle, on a une participation qui voisine les 80-82% de participation. Deuxièmement, même si les Français s'en désintéressent, il n'empêche que moi, je voudrais souligner un fait qui est quand même marquant, qui justement met à l'honneur la télévision, qui a été souvent quelque peu challengée ces dernières années. On disait voilà, que l'ancien monde est mort et que le nouveau monde, avec les réseaux sociaux, allait tout manger. Et en fait, on a vu avec les primaires, qui en tout cas, sur un point, ont eu un grand mérite, c'est l'organisation de ces débats. Ces 3 débats de la droite avec cette finale, ces 3 débats de la gauche avec cette finale, on a vraiment eu des débats de fond. Et on a des candidats qui ont pu se dégager, se distinguer. On a quand même pu, même si les temps sont courts, arriver à aller au fond des choses, à mettre en avant des idées. Et nous, avec Silopia, on a eu le sentiment que c'était une bonne idée. Donc on a lancé, pardon d'en faire la promotion, on a lancé un collectif qui s'appelle 3 débats sinon rien, avec Jackie Isabello. Et on a très clairement le sentiment qu'on devrait institutionnaliser ce principe de 3 débats avant la présidentielle, avant le premier tour, avec les candidats, et également 3 débats entre les 2 tours, parce que c'est un signe de vitalité démocratique. Vous avez 21 millions de Français, parce que 22 millions qui ont suivi l'ensemble des débats de la primaire de la droite, et je crois qu'on est à plus de 15 millions cumulés sur les primaires de la primaire de la gauche. C'est quand même des effectifs qui sont longs pour des temps d'antenne qui ne sont pas les plus passionnants du monde si on compare par rapport à la reality show. Donc je crois qu'il y a quand même quelque chose de positif, en tout cas d'un intérêt positif. Mais il ne faudrait pas que cette fois-ci, pardon de réinsister, il ne faudrait pas que cette fois-ci qu'on ait une énième déception. Parce qu'on voit bien que les partis populistes sont aux portes du pouvoir. Or, moi, mon inquiétude majeure, c'est d'avoir à un moment donné un parti de ce type-là au pouvoir, non pas parce qu'il fera n'importe quoi, on voit bien que Donald Trump est tout de suite rattrapé par la réalité, mais derrière, on va amplifier les fractures de notre société. Or, on ne bâtit pas une nation en divisant son peuple. Et c'est cette inquiétude-là que je vois poindre, avec de plus en plus de clivages durs qui sont en train de naître dans la société, y compris dans les discours. Et donc, il faut que la classe politique traditionnelle se ressaisisse au travers de l'espace de temps qui nous reste, pour arriver à faire en sorte qu'on ait une campagne digne. Et enfin, c'est un vœu pieux qu'elle se ressaisisse, ou vous y croyez vraiment? Écoutez, les Français y croient aussi, puisqu'ils participent, ils jouent le jeu. S'ils vont dans les meetings, s'ils regardent la télévision, c'est qu'ils ont encore un fond d'espoir en eux. Et c'est cet espoir-là sur lequel il faut surfer, mais en étant extrêmement ferme avec les partis politiques, de droite comme de gauche, les partis traditionnels, et les quelques candidats qui restent, qui se tiennent debout, j'allais pas dire en marche, qui se tiennent debout, pour que vraiment, cette fois-ci, ils fassent le job. Oui, vous évoquez à raison les fractures qui traversent la société française. Il y a une fracture assez invisible, mais qui est très centrale, qui est l'intérêt pour la politique. Et il y a eu 15 millions, 20 millions de téléspectateurs pour les différentes primaires. Ça, c'est la partie qui s'intéresse à la politique. Et puis, vous avez une autre moitié, quasiment une autre moitié des Français qui ne s'y intéressent plus. Et l'écart entre ces 2 moitiés de France s'accroît. Il y a une partie des Français qui est de plus en plus informée, qui a de plus en plus de moyens de s'informer, et une autre partie qui s'y intéresse de moins en moins. Quand on voit à peine 60% des Français qui disent « je vais aller voter », pour l'instant, je ne sais pas quel sera le résultat final, mais pour l'instant, on est 20 points en dessous d'une élection présidentielle classique. Quand on voit que chez les jeunes, moins de 35 ans, on est à peine à 50% que ceux qui n'ont pas de préférence partisane, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus loin. On est à 40%, évidemment, donc il y a les deux. L'arbre, la forêt, la partie et le tout, et il ne faut pas oublier le tout. Encore une question, il y a un phénomène de curiosité qui ne signifie pas forcément d'adhésion à un candidat. On voit là à l'instant le meeting d'Emmanuel Macron, il peut y avoir une envie de découvrir le candidat, une envie de découvrir sa manière de mettre en scène et en spectacle son discours et peut-être bientôt son programme, mais pas forcément une adhésion. Faire attention, ou alors vous pensez que... Alors, dans l'ensemble, les gens qui vont, les citoyens qui vont au meeting sont plutôt convaincus, mais peut-être que vous avez raison, il y a une frange d'entre eux qui vient pour voir, pour se forger sa propre opinion, qui hésite entre plusieurs candidats. La mobilité électorale était considérable dans la dernière élection présidentielle. Je rappelle toujours ce chiffre, plus de la moitié des Français qui ont changé d'intention de vote ou d'intention de voter dans les 6 mois de la campagne. Il est possible que les chiffres soient encore plus importants dans cette élection présidentielle. Et on voit beaucoup de citoyens qui hésitent entre 2 et parfois entre davantage encore de candidats. C'est le cas, Alexandre Malafaille, vraiment cette volatilité, ce vaste communicant, ça va être encore plus important peut-être pour cette élection? Ça va l'être d'autant plus qu'on a des candidats émergents dont on n'a pas encore tout vu, avec Emmanuel Macron qui arrive, qui occupe une place et qui bouscule complètement l'ordre établi. On a François Fillon qui se retrouve dans une situation qui est quand même très difficile. Il va avoir c'est pour ça que je parlais d'erreur. J'espère que dans sa stratégie, il a bien mesuré qu'il allait avoir essentiellement son fond d'électorat. À un moment donné, il pouvait espérer sans doute aller chercher relativement à droite et un peu plus à droite. Sur le centre, en essayant de rectifier son programme, il pouvait en tout cas essayer de tanker un peu Emmanuel Macron. Là, il va être vraiment
tanker sur une petite frange de son électorat. Emmanuel Macron qui est au milieu, qui joue les trublions. On a maintenant des idées très nouvelles qui arrivent avec Benoît Hamon qui met en avant des idées qui évidemment sont séduisantes pour une petite partie de la population française qui a envie que l'État mette encore sa main sur eux pour les protéger avec ce revenu universel. On a quelque chose qui est effectivement extrêmement intéressant. Il y a une volatilité, je crois, à ce stade, oui, qui est forte et qui va être sans doute amplifiée si on continue à avoir ce type de campagne alimentée par des événements, des révélations, des scandales. J'espère très sincèrement que ce soir, on aura vu la fin d'une ère relativement perturbée de notre Rien n'est moins démocratie. sûr. On va faire attention. Sinon, on aura bien eu l'arbre, la forêt, on aura les bûcherons qui vont tous couper. Il y a ce dont vous parlez, il y a aussi la compréhension, Gilles Fickelstein, des différents candidats qu'il faut associer les citoyens. Est-ce que vous pensez que c'est de la poudre aux yeux ou vraiment des mesures concrètes qui associent les citoyens? Je peux citer le 49.3 citoyen ou d'autres mesures comme les référendums de certains candidats. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est de cette manière-là qu'on attire le citoyen et finalement on le fait participer à la vie politique et publique? Alors, c'est une des dimensions, c'est évidemment pas la seule dimension, et il ne faut pas confondre l'affluence que l'on voit là et l'influence que peuvent avoir les citoyens. Ce sont évidemment deux choses qui sont tout à fait différentes. Pour l'élaboration de leur projet, parce que c'était ce que Ségolène Royal avait appelé la démocratie participative il y a 10 ans, force est de constater que les différents candidats y ont eu assez peu recours. Il y a eu peut-être seule exception, et exception relative, la grande marche qui a été lancée par Emmanuel Macron et son mouvement, mais c'est à peu près tout. Et puis il y a après un certain nombre de propositions de réforme de la démocratie elle-même, la 6e République, sur laquelle se rejoignent aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Benoît Hamon, le recours plus fréquent au référendum, là, qui est assez transversal, notamment Marine Le Pen et François Fillon. Voilà, on en est dans cette situation-là. C'est une grande clé. Enfin, en tout cas, si on ne prend pas la main dans le cadre de la prochaine élection, vraiment sur une manière de modifier en profondeur l'art et la manière de faire de la politique et l'art et la manière de gouverner. Est-ce que vous pensez que c'est cosmétique ou vraiment des mesures de fond? Ça, si c'est cosmétique, ça ne tiendra pas. Les Français comprennent bien maintenant qu'ils veulent des résultats. Il y a une attente, une appétence pour des politiques qui marchent, et il y a des lignes de fracture, bien sûr, mais aussi des lignes sur lesquelles les Français peuvent se réunir et s'entendre. C'est là-dessus que surfe Emmanuel Macron, mais j'espère que d'autres candidats surferont là-dessus pour qu'on ne soit pas toujours sur des projets clivants. Mais il y a une nécessité de moderniser les institutions et la façon de faire de la politique. Tout ce que vous avez dit est exact, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aussi réintégrer une véritable dimension d'éthique et se rappeler que sans cette exemplarité du politique face à ses concitoyens, à partir où il accepte la règle, eh bien, on ne réconciliera pas les Français avec leurs dirigeants. Or, on a besoin d'avoir des Français qui, à un moment donné, en tout cas dans une grande majorité, aient confiance dans le système qui les représente. C'est le mot-clé, confiance. Oui, parce qu'on ne peut pas faire confiance à la démocratie directe. C'est ce qui est plus difficile à gagner, surtout quand on l'a perdu. On a besoin de 5 années ou 10 années de politique où, à un moment donné, les gens vont faire le job à peu près. Il y aura toujours des défauts, mais il faut moderniser le système. C'est vraiment, je lance ça comme un cri d'alarme. Il faut lancer d'un Grenelle des institutions. On devrait faire ça avec les institutions telles que nous, les think tanks, etc. Et voilà un beau projet. C'est un débat nécessaire, mais c'est à nous de faire pression pour que le politique comprenne que c'est nécessaire. Et la société civile, les think tanks, on doit faire pression pour dire ne faites plus comme vous avez fait jusqu'à présent, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord, Gilles Fickelstein? Pour conclure, peut-être une question commune. On l'a dit depuis tout à l'heure, on le dit depuis plusieurs jours. C'est vraiment une présidentielle inédite avec plein de surprises, d'incertitudes. Vous, depuis votre poste d'observation de la Fondation Jean Jaurès, qu'est-ce que vous en attendez de cette présidentielle-là? Écoutez, si ces élections permettaient, je ne vais même pas dire de retrouver la confiance, parce que je pense que ça c'est un objectif qui serait presque trop ambitieux, mais au moins d'inverser la courbe, puisqu'on a parlé de l'inversion de la courbe du chômage, mais d'inverser la courbe de la défiance et qu'il y ait quelque chose qui se recrée à l'occasion de cette élection présidentielle, ce serait déjà formidable. Même question. Un président élu qui respecte les engagements qu'il prend et qui arrive à parler aux Français, pas simplement à un camp. C'est le plus important. Oui. Un homme, une équipe et qui parle aux Français, qui arrive à réunir les Français, qui à un moment donné comprend que, voilà, qu'il faut transcender ce qui nous réunit et arrêter uniquement d'exploiter ce qui nous divise à des fins électorales. Eh bien, en espérant que tout cela soit réalisé dans moins de 3 mois. Merci, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Merci à vous. Dans quelques instants, place au grand entretien. Et puis, ce sera la revue de presse. Et c'est juste après le tour d'horizon de l'actualité du jour. Une marche blanche pour réclamer justice. 5 jours après l'interpellation violente d'un habitant à Aulnay-sous-Bois, 500 personnes ont défilé pour dénoncer l'attitude des 4 policiers aujourd'hui suspendus et poursuivis pour viol pour l'un d'entre eux et violence en réunion.
Au cours de ce contrôle, Théo, 22 ans, a reçu un coup de matraque dans la zone rectale, lui infligeant une blessure qui a poussé les médecins à lui délivrer 60 jours d'ITT. C'est toute la jeunesse des quartiers populaires que la police a humiliée par cet acte infâme. Et je veux saluer vraiment la réaction du maire Bruno Béchiza, qui lui-même est un ancien policier. Justice. L'enquête sur l'agression au cocktail Molotov d'un équipage de police à Viry-Châtillon progresse. 6 personnes âgées de 17 à 19 ans ont été interpellées aujourd'hui à la Grande Borne et à Juvisy. 10 personnes sont actuellement mises en examen pour tentative de meurtre. Cet incident avait été à l'origine d'une fronde inédite dans la police et avait rouvert le débat sur la légitime défense des agents. Économie. Le site d'Alstom à Belfort menacé par un imbroglio juridique. Une commande de 15 TGV impulsée par le gouvernement est remise en cause dans une note juridique du ministère de l'économie. Bercy s'inquiète d'un éventuel non-respect de la libre concurrence dans cette procédure. Pour éviter de lancer un appel d'offres, l'État pourrait fournir les fonds à la SNCF afin qu'elle achète les rames initialement commandées par l'exécutif. Europe. Mettre en place un socle social européen. L'ambition est grande pour Jean-Claude Juncker, président de la Commission, et Bernard Cazeneuve. Ce dernier a plaidé à Bruxelles pour un large plan de lutte contre le dumping social. Également à l'agenda, le Brexit. Le Premier ministre défend un processus rigoureux. Il faut d'abord discuter sur les conditions dans lesquelles la sortie se fait, le faire dans le cadre des délais impartis à la négociation, sans perdre de temps, avec la volonté de faire en sorte, bien entendu, que les intérêts de l'Union européenne soient défendus et qu'un État qui sort de l'Union européenne ne puisse pas bénéficier d'un régime meilleur que celui qui existe entre les États membres. Par ailleurs, Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il ne serait pas candidat aux législatives cette année, car selon lui, la démocratie doit respirer. International. Le recul du gouvernement pour l'instant sans effet. La mobilisation s'intensifie en Roumanie où les manifestants réclament la démission du Premier ministre. Malgré le retrait du décret controversé assouplissant les règles anticorruption, près de 500 000 personnes ont défilé dans plus de 50 villes ce week-end, un record depuis la chute du communisme en 1989. Et c'est l'heure à présent de la revue de presse. Vous vous en doutez, toutes les unes sont consacrées demain à François Fillon. On va démarrer avec Libération qui titre sur Fillon. L'acharné dans une opération de communication très contrôlée, le candidat à la présidentielle a tenté de clore le chapitre de l'affaire des emplois supposés fictifs de sa femme et balayer toute idée d'abandonner. Je vous rappelle que François Fillon a balayé tous les plans B, les qualifiant de plan Bérésina. Le Figaro à présent, qui reprend l'une des phrases citées par François Fillon lors de sa conférence de presse. Je suis debout, et Fillon qui repart en campagne avec un bureau politique ce soir et demain la rencontre avec différents parlementaires. La Croix à présent, François Fillon, la contre-attaque, reconnaissant avoir commis une erreur, mais rien de malhonnête ou d'illégal. Le candidat de la droite à la présidentielle est reparti à l'offensive. Presque même tonalité pour Ouest France. Fillon, des excuses, un nouveau départ, point d'interrogation. Comment va se passer à présent cette campagne sur le terrain qui a été parasité par toutes ces affaires, le spectre des affaires. Voilà pour cette revue de presse. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin dans votre émission. Mon invité ce soir est agrégé docteur en philosophie. Il est le rédacteur en chef de Philosophie Magazine et il a entrepris, grand travail, une plongée dans les discours et la pensée de Marine Le Pen. Bonsoir et bienvenue Michel Etchaninoff. Bonsoir. Vous publiez Dans la tête de Marine Le Pen aux éditions Actes Sud. Alors on va vraiment plonger dans votre livre, mais d'abord, première question d'actualité. Si vous étiez dans la tête, non pas de Marine Le Pen, mais de François Fillon, actualité oblige, que s'y passe-t-il ? C'est compliqué d'y répondre. Mais un homme qui veut montrer qu'il reste debout malgré tout, ou alors, comme le dit Libération demain, un acharné qui finalement doit rester debout pour sa survie, pour la survie de son camp? En fait, je pense qu'il est conforme aussi à la ligne qu'il a tracée depuis le début, c'est-à-dire d'avancer même solitaire, même sur un chemin de croix. On sait qu'il représente aussi une partie de la droite catholique. Et donc, dans ce chemin de croix, il veut rester debout, il veut avancer. Donc, finalement, j'ai l'impression qu'il garde la posture un peu de l'outsider qu'il avait dès le début. Il a décidé de continuer, même si effectivement, c'est un chemin semé d'embûches. Outsider, d'ailleurs, contre la justice,
contre les médias, contre même une partie de son camp qui voulait tenter ce putsch. C'est vraiment une attitude aussi de défiance vis-à-vis d'un système, comme il le qualifie lui-même. Oui, c'est intéressant. On le voit critiquer les journalistes, les médias. Et en cela, effectivement... il est anti-système, lui aussi? Il commence peut-être à le devenir. Alors, peut-être aussi votre avis plus général. J'ai posé la question à mes précédents invités sur cette campagne inédite. Un regard plus distancié, celui de docteur en philosophie que vous êtes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que l'impossible devient possible, que tout ce qui était joué d'avance finalement éclate, et c'est vraiment intéressant dans un tel degré d'incertitude aujourd'hui. Je crois qu'on n'a jamais vu ça depuis très très longtemps, et que on est dans une situation, on a l'impression que tout peut basculer, ce qui évidemment en exalte certains, en effraie d'autres, mais on est vraiment dans une situation inédite. Alors tout peut basculer, même, et probablement certains le disent d'ailleurs, l'hypothèse n'est plus exclue en faveur de Marine Le Pen. Vous avez fait un gros travail dans ce livre, vous avez repris tous les discours de Marine Le Pen depuis qu'elle est devenue présidente du parti, c'était en 2011, pour essayer en fait, est-ce que c'est le cas, Michel Etchaninov, de comprendre sa vision du monde ? C'est ça, c'est-à-dire que moi je ne voulais pas être ni dans la polémique, ni dans la déploration, je voulais comprendre pourquoi le parti, le FN, progresse depuis tant d'années et progresse encore plus depuis qu'elle est arrivée à la présidence. Et donc je me suis dit que si elle progresse, ce n'est pas seulement parce qu'elle propose une révolte un peu anarchique contre le système, un coup de pied, mais parce qu'elle propose une vision des choses et du monde. Et ce que j'ai découvert, vraiment en lisant ses discours, en allant à des meetings, c'est qu'il y a une véritable vision des choses, de structurée, cohérente, assez habile, qu'elle veut proposer aux Français, et c'est une des clés de son succès. Et vous démontrez ce que l'on ressent depuis un certain temps. D'ailleurs, loin des caricatures et des raccourcis, vous mettez en évidence que c'est davantage un vote d'adhésion qui caractérise aujourd'hui le vote FN, plutôt qu'un vote de protestation, qu'on le veuille ou pas, que les commentateurs le reconnaissent ou pas. Oui, c'est-à-dire que d'un côté, évidemment, elle veut soulever une colère contre ce qu'elle appelle les élites, les bobos, la mondialisation. Mais en même temps, cette colère est véritablement encadrée, structurée par une manière de voir le monde, la France, notre histoire. Et donc, c'est une colère qui se transforme en adhésion. Une colère qu'elle-même maîtrise. Et là, je parle des dérapages bien connus dans l'histoire du Front National. On voit vraiment là la différence, et vous le montrez bien avec son père. Elle veut conquérir le pouvoir et elle va donc mettre en place une stratégie bien huilée, bien pensée pour éviter tous ces dérapages. Même si, alors vraiment, vous allez nous l'expliquer, c'est une interrogation dans votre livre, vous parlez presque d'un racisme subliminal, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle veut évidemment ne pas pouvoir être taxée d'antisémitisme ou même de xénophobie. Donc elle lisse son discours de manière extrêmement professionnelle, extrêmement étudiée. Dès qu'elle arrive en 2011, elle dit, contrairement à son père, et pour aller contre son père, non, la Shoah n'est pas un point de détail de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, elle a un enjeu qui est de conquérir un nouvel électorat, qui n'est pas celui de l'ancien FN, donc des gens qui ne sont pas forcément xénophobes, des gens qui souffrent de la mondialisation, des gens qui vont adhérer à sa vision du monde, tout en gardant les anciens, qui parfois sont animés de passions xénophobes. Mais alors comment fait-elle pour se montrer inattaquable, tout en gardant cette frange-là de l'ancien FN ? En fait, elle procède par mots cryptés, par messages. Par exemple, dans les meetings auxquels j'ai assisté, elle ne prononçait même pas le mot islam. Il suffisait qu'elle parle de cantine, faisant allusion à la question des menus spéciaux dans les cantines. Elle parlait de piscine pour faire référence aux horaires aménagés. Bref, elle utilise des mots qui sont comme des signaux qui vont, dans la tête de l'électeur qui est animé de passion contre l'islam, faire tilt, parce que lui conclura musulman. Et même, elle a un discours par rapport à l'antisémitisme. Elle-même n'est sans doute pas antisémite, et évidemment, il n'y a aucune déclaration antisémite dans son discours. Et pourtant, la structure de son explication du monde, quand elle dit « le monde est gouverné par une poignée de banquiers anonymes qui dirigent l'Europe, qui dirigent les États, qui exploitent le peuple », en fait, on retrouve exactement ou presque le même discours qui a eu lieu dans l'antisémitisme social au 19e et au 20e siècle. L'idée qu'il y a quelques banquiers juifs qui domineraient le monde. Alors évidemment, c'est inattaquable, parce qu'elle ne va pas dire que ce sont des banquiers juifs. Mais celui qui veut entendre banquier juif le fera. Il trouvera donc malheureusement son compte. Voilà, c'est subliminal. Alors c'est ce qui pourrait
peut-être expliquer une séquence récente où elle a été mise à mal. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle a beaucoup circulé sur Internet. Je voulais vous la soumettre. C'est une journaliste américaine, Christiane Amanpour, qui lui a ressorti des propos sur les migrants. Et Marine Le Pen, vous allez le voir, a mis en avant un problème de traduction qui aurait donc mal interprété ses propos. C'est intéressant cette séquence parce qu'elle n'a pas voulu reprendre les propos qu'elle tenait il y a quelque temps. On va l'écouter. C'est une plaisanterie, j'espère. No. Ah bon, c'est un entretien de This is a joke. This was an. What are you talking about? Je comprends. Alors répétez-moi. Should I read it to you? Okay. Répétez-moi parce que la tolérance, ça veut dire quoi la tolérance? Moi, je suis extrêmement tolérante et hospitalière. Vous l'êtes vous-même. Est-ce pour ça que vous accepteriez que 12 clandestins viennent s'installer dans votre appartement? Vous accepteriez pas? Bon, et que de surcroît, ils changent le papier peint. Et que même pour certains d'entre eux, ils volent votre portefeuille et qu'ils brutalisent votre femme. Vous accepteriez pas? Bon ben voilà. Par conséquent, nous sommes accueillants, mais c'est nous qui décidons avec qui nous sommes accueillants. Voilà. Alors voilà des propos qui peuvent paraître transgressifs et qu'elle n'a pas repris à son compte une fois que la journaliste l'a opposé à ces propos-là. Est-ce que c'est ça aussi ce que vous décrivez finalement? Peut-être que ça c'était il y a quelques années. Elle ne veut pas revenir sur ces propos-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle est extrêmement attentive au moindre dérapage. Un des cadres dirigeants du FN m'a dit un seul mot peut nous tuer. Et effectivement, un seul mot qui pourrait laisser penser qu'elle est raciste ou xénophobe. Donc il y a une espèce d'attention extrême au langage. C'est pour ça qu'elle est très habile. Par exemple, pour combattre l'islam, elle va dire qu'elle est la défenseuse numéro 1 de la laïcité. Elle va dire qu'elle défend le droit des femmes. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais dire qu'elle va animer des passions xénophobes contre une religion. Elle va dire c'est au nom de la République, la laïcité, et au nom du féminisme que je suis contre l'islam ou contre ce qu'elle appelle l'islamisme, etc. Donc en fait, voilà, il y a toute une stratégie du langage extrêmement habile que j'essaye de décrypter dans l'ouvrage. Vous évoquez également en détail dans votre livre un véritable tournant sociétal de Marine Le Pen sur l'avortement, le mariage gay et récemment quand même sur la peine de mort. Comment vous interprétez ces évolutions? Est-ce qu'on peut dire, sans la stigmatiser, que c'est une femme de son temps qui a évolué et que ce sont véritablement ses pensées sur ces grands domaines-là quand même? Ou est-ce qu'au contraire, là encore, vous y voyez une stratégie cachée, contrôlée, bien pensée? Là, je crois qu'elle veut vraiment quitter le ghetto de l'extrême droite. Donc, c'est une femme qui est née à la fin des années 60. Elle a vécu sa jeunesse dans les années Mitterrand. C'est pas du tout la même génération que Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, elle dit elle-même par rapport à l'Église, moi, je suis une chrétienne de parvis. J'y vais à Noël et à Pâques, donc je ne suis pas très impliqué dans le christianisme. Donc je pense qu'il y a vraiment une évolution de génération. Et je pense surtout qu'elle veut sortir le FN du ghetto, elle veut en faire un grand parti populaire, donc sur certaines questions sociétales, effectivement, plus ouvert, plus tolérant. Mais c'est un point de désaccord majeur sur ces questions-là entre Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen. C'est un secret pour personne. Est-ce qu'il y aurait en ce moment une forme de schizophrénie entre des opinions personnelles de certains cadres du Front National et ce à quoi doit ressembler le Front National dans l'esprit de Marine Le Pen? Alors c'est drôle parce qu'effectivement, un cadre du Front National m'a dit « Moi, je suis personnellement catholique traditionnaliste, mais quand je viens au FN, je laisse mes idées à la maison. » Et c'est lui-même qui m'a dit « Je suis schizophrène ». C'est-à-dire qu'il a des opinions personnelles qui sont c'est un cadre important du Front National? Oui, c'est Valrand de Saint-Just qui est trésorier et qui m'a dit ça tout à fait sincèrement, qui m'a dit « Je suis schizophrène parce que je laisse mes idées à la maison, parce qu'au FN, il y a une ligne qu'il faut respecter. » C'est ça la grande différence entre le parti de Jean-Marie et le parti de Marine. Jean-Marie, il réunissait des chapelles très différentes, des catholiques intégristes, ce qu'on appelle les néo-païens, des gaullistes, des anti-gaullistes. Elle fait autre chose. Chacun peut avoir ses propres idées et ses propres passions, mais au FN, il n'y a qu'une seule ligne, c'est la sienne. Alors, autre tournant majeur profond, également évoqué dans votre livre, Michel Etchaninoff, l'ancien Front National était quand même un parti libéral. Aujourd'hui, c'est une toute autre doctrine qui irrigue le parti de Marine Le Pen et qui fait dire à certains qu'elle aurait le même programme, ou que Jean-Luc Mélenchon a le même programme qu'elle. Là, c'est un tournant majeur. C'est un tournant très important. On se souvient que Jean-Marie Le Pen, à un moment, soutenait Reagan aux États-Unis, était contre l'étatisme pour le libéralisme économique. Elle a décidé d'imprimer ce mouvement ni droite ni gauche, c'est-à-dire de vraiment récupérer tous les anciens du FN sur les valeurs, sur la haine des immigrés, sur le rejet de l'islam.
et en même temps de séduire tous ceux qui souffrent de la crise économique et de la mondialisation, et donc de tenir un discours antilibéral. Alors évidemment, Marine Le Pen n'a rien à voir avec le nazisme, mais ce qu'elle promeut, c'est ce que des écrivains à la fin du 19e siècle appelaient un socialisme national. Mais d'ailleurs, c'était, pardonnez-moi, le Front National, il y a quelques années, il y a très longtemps, voulait justement protéger les plus vulnérables. Il avait cette doctrine-là avant de basculer vers le libéralisme. Tout à fait. Et c'est là que c'est intéressant de retrouver des anciennes lignes de l'extrême droite, notamment dans l'entre-deux-guerres, où effectivement on voulait être à la fois socialiste et national, donc ligne qui avait disparu au temps de Jean-Marie Le Pen, et que Marine Le Pen récupère pour séduire un nouvel électorat, les classes populaires qui souffrent. Et donc effectivement, quand on étudie le discours et d'où il vient, on voit que ça ne sort pas non plus de nulle part, qu'il y a certaines parties de l'extrême droite qui étaient elles aussi pour le ni droite ni gauche. Est-ce qu'on peut dire qu'elle reste sur vraiment la droite des valeurs, avec une dose de conservatisme, et antilibérale sur le plan économique et social? Est-ce qu'avec ces deux pieds, on peut définir, vous qui avez vraiment scruté tous ces discours et son programme, on peut définir aujourd'hui comment se présente Marine Le Pen? Alors, droite des valeurs, oui, sauf qu'on l'a vu sur les questions sociétales, elle est quand même plus souple, mais droite des valeurs avec un trait fondamental du FN, c'est le rejet des immigrés. Maintenant, c'est la mise en accusation d'une religion, l'islam, systématiquement assimilée à l'islamisme. C'est, comme on l'a vu, un antisémitisme subliminal pour certains. Donc, d'un côté, quand même, l'idée que la France, c'est la terre, ce sont les racines, et qu'il faut s'adapter ou alors partir. Donc ça, c'est vraiment le conservatisme des valeurs anti-immigrés, anti-étrangers. Et de l'autre côté, effectivement, l'idée que des banquiers dominent le monde, que finalement la représentation politique, les politiciens, les représentants ne sont que les serviteurs de l'Europe qui elle-même soumise à ces banquiers, et donc il faut être antilibéral. Mais elle place, comme vous le dites, Michel Cheniov, des limites à sa transgression. Elle sait que la France, ce n'est pas les États-Unis, et même si elle approuve Donald Trump quasiment sur tous ses faits et gestes, en tout cas son programme, elle sait qu'elle ne doit pas aller aussi loin parce que ça ne marchera pas en France. Est-ce qu'elle fait ce constat-là? Oui, depuis longtemps. C'est-à-dire que, souvenons-nous que quand Trump a été élu, Jean-Marie Le Pen s'est réjoui en disant « quand on transgresse, ça marche ». Marine Le Pen est convaincue qu'en France, les transgressions, ça ne marche pas. Il faut rassurer, il faut dire aux Français qu'on les protège, il faut parler au cœur des gens, il faut dire qu'on est dans un monde déshumanisé, ce qu'elle a répété dans son discours hier à Lyon, dans un monde qui isole les êtres, dans un monde sans solidarité. Et donc Marine Le Pen veut se montrer humaniste. En tout cas, elle fait un discours de solidarité, de chaleur du peuple français, justement, et elle refuse toute transgression trop puissante. Vous avez rencontré pour faire ce livre de nombreux élus et cadres du parti, mais pas Marine Le Pen, qui a refusé de donner suite à vos demandes. Pourquoi, selon vous? Alors, j'en ai aucune idée. Ça a été un refus catégorique et net? Non, ça a été une manière de ne pas répondre. J'ai envoyé, par l'intermédiaire de Louis Alliot, qui transmettait mes demandes, j'expliquais que je devais terminer le livre, et finalement, je n'ai pas pu la rencontrer. Votre dernier ouvrage avant celui-ci était consacré à Vladimir Poutine, parce que vous êtes un spécialiste également de la Russie. Alors, est-ce qu'il y a des ponts naturels? C'est facile de passer dans la tête de Vladimir Poutine à ce qui se passe dans la tête de Marine Le Pen? D'abord, Marine Le Pen est un candidat soutenu par Vladimir Poutine et par certains membres du parti Russie Unie en Russie. Il y a des financements, il y a des aides médiatiques. Donc Vladimir Poutine aimerait que Marine Le Pen arrive au pouvoir en France afin de poursuivre la destruction de l'Europe et que la France... Destruction de l'Europe? Oui, je pense que Vladimir Poutine veut que l'Europe se fragmente, se déface et s'affaiblisse au profit d'une Russie forte. Donc il y a une volonté de miser sur Marine Le Pen, aussi sur François Fillon, mais maintenant c'est peut-être moins d'actualité, mais en tout cas miser sur Marine Le Pen, aussi sur François Fillon. Et puis au fond, leur idéologie est semblable, c'est-à-dire que Vladimir Poutine veut être le leader d'un nouveau monde, d'un monde qui bascule des démocraties, disons, issues des années 1960, tolérantes, ouvertes, vers des nouvelles formes de démocratie, autoritaires, identitaires. Et Marine Le Pen est persuadée que Vladimir Poutine a commencé ce mouvement et qu'elle va l'incarner en France, comme Trump l'incarne aux États-Unis. Donc Vladimir Poutine
veut faire basculer le monde. Marine Le Pen entend faire partie de ce grand mouvement. Une dernière question un peu plus personnelle sur elle, mais pas tellement, c'est important de le savoir. On a souvent dit de Jean-Marie Le Pen, alors tellement de choses, mais c'était un homme cultivé. On reconnaissait sa culture, il parlait latin d'ailleurs très souvent, etc. Il adorait lire. Est-ce que sa fille a hérité de cela? Et je crois que vous avez un exemple, en fait, d'un responsable qui lui a conseillé des lectures pour un petit peu orienter peut-être sa pensée, sa doctrine? Oui, de manière anonyme, mais unanime. Les proches ou les anciens proches de Marine Le Pen m'ont dit qu'elle n'avait pas le temps d'avoir une très forte culture générale. Et donc Paul-Marie Couteau, qui à l'époque était proche du FN, il venait du chevènementisme, du souverainisme, il était à ce moment-là proche du FN, il a fait une liste de lecture, lui a conseillé par exemple de ne pas citer des auteurs trop à droite, mais de citer par exemple Émile Zola, pour parler de la souffrance des mineurs dans Germinal. Qu'est-ce que vous appelez les auteurs très à droite ou trop à droite? Avant, par exemple, avant de devenir présidente, Marine Le Pen citait un historien d'extrême droite qui s'appelait Gaxotte, qui est très connu dans les milieux d'extrême droite. Depuis qu'elle est à la présidence, elle ne le cite pas une seule fois. En revanche, elle va citer justement Émile Zola. Hier, elle a cité Victor Hugo et le général de Gaulle, ce qui aurait été impensable à l'époque de Jean-Marie Le Pen, puisqu'on se souvient qu'une partie du FN était pour l'Algérie française et donc anti-de Gaulle. Donc elle a résolu d'ouvrir son spectre de philosophes et d'auteurs cités pour montrer qu'elle est droite des valeurs et gauche du travail. Pour finir, peut-être la question la plus difficile, puisque vous êtes mis dans la tête de Marine Le Pen, elle peut gagner alors, en 2017? Aujourd'hui, il n'y a plus rien d'impossible. Elle fait une campagne qui est habile, parce qu'elle a pour l'instant labouré le terrain, et maintenant elle fait un discours offensif. Et surtout, elle peut gagner, il n'est pas impossible qu'elle gagne, parce qu'elle propose une vraie vision du monde, qui pour certains peut sembler un peu paranoïaque, il y a quelques banquiers qui nous dirigent, mais qui emporte l'adhésion de beaucoup de Français. Donc elle a construit un discours puissant. En tous les cas, ces discours, ils sont vraiment analysés, décortiqués dans votre livre. C'est très intéressant de voir l'évolution pour les différents tournants sociétaux et autres. Merci beaucoup, Michel Etchalinov, dans la tête de Marine Le Pen, aux éditions Actes Sud. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude à présent, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Je crois qu'on a vu un nouveau François Fillon, celui qu'on connaît. En tout cas, il a tenté de reprendre la main. Je pense qu'il a plutôt repris la main, il a été convaincant, il a été combatif, il a donné les vraies explications. Et maintenant, il faut voir si les choses vont s'inverser dans l'opinion publique. Mais je crois que quelque chose a changé. On sent que la tonalité des commentateurs a quelque peu changé quand même. Et dommage qu'il n'ait pas fait ça 2 jours après la sortie du journal. Lui, il essaie de nous plaider le rebelle, en fait, celui qu'on veut éliminer du jeu démocratique. C'est pas vraiment crédible parce que c'est un peu comme si Hugh Hefner, le PDG de Playboy, venait nous prôner la vertu ou la chasteté. On n'y croirait pas. Il est quand même père de 5 enfants, si je ne me trompe pas, catholique, ancien Premier ministre, député depuis 1980. Il n'y a pas plus système que François Fillon. Une faute avouée n'est pas pardonnée. Voilà. Moi, je considère que M. Fillon, c'était comme M. Cahuzac, comme une partie de la classe politique. Ils vivent dans un drôle de monde où ils estiment finalement que ce qui est insoutenable pour la totalité de nos concitoyens, quelque part, pourrait être effacé comme ça. Comment voulez-vous que M. Fillon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera, s'il arrivera à se maintenir, etc. Bon. Mais comment voulez-vous que M. Fillon continue une campagne où il va expliquer qu'il faut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires qui servent l'État et que, par contre, lui, pour sa famille, c'est-à-dire qu'il peut se servir de l'État en ayant, à travers des emplois fictifs. C'est quelque chose d'absolument intenable. Vous devez faire des efforts pour respecter ce cadre qui est d'inspiration militaire. Au-delà de l'inspiration militaire, c'est aussi le cadre de l'entreprise, il ne faut pas se tromper. On vous demande de la ponctualité le matin. Les cours, ils commencent à 8h, ils ne commencent pas à 8h05. Quand vous serez avec un patron, si vous arrivez à 8h05, ça va peut-être le faire une fois, et encore, c'est pas sûr. Mais 2 fois, ça ne marchera pas. Le matin, vous êtes à l'heure. Si vous êtes malade, il faut prévenir, parce que ça peut arriver. Mais on ne subit pas et on ne laisse pas faire les choses. D'abord, on a étudié effectivement le programme de Marine Le Pen en 2012 et là on regarde un petit peu comment est-ce qu'il a évolué. On peut dire que Marine Le Pen c'est un peu l'hologramme économique de Jean-Luc Mélenchon sur les aspects économiques.
sur la retraite à 60 ans, sur l'augmentation des fonctionnaires, sur la renégociation des traités européens, la fin des travailleurs détachés. On retrouve beaucoup de similitudes, et notamment sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Jean-Luc Mélenchon, lui, augmente le SMIC, et Marine Le Pen, elle, abandonne cette mesure qu'elle avait en 2012 pour donner une prime de pouvoir d'achat aux salariés qui gagneraient moins de 1 500 €. Un agriculteur en zone humide gagne 25 à 30% de moins que dans les plateaux. Pourtant, ces zones humides ne sont pas classées dans les territoires à handicap naturel qui donnent droit à des aides comme c'est le cas en montagne. Avec 150 parlementaires, Jérôme Bignon milite pour revoir ce zonage décidé par Bruxelles. On va aller à Bruxelles ensemble pour voir un par un les parlementaires européens, pour comme les pêcheurs vont voir les parlementaires européens pour leurs problèmes de pêche, nous on va aller voir nos parlementaires européens agriculteurs qui défendent le monde agricole, qui sont à la commission agricole, parce qu'une partie du problème se pose à Paris, avec les ministères, mais une partie se pose également à Bruxelles, parce que c'est là que ça se décide fondamentalement. Merci à vous. En 30 ans, la baie de Somme a perdu 15% de ses pâturages en zone humide. Une menace pour la survie des agriculteurs, mais aussi pour l'environnement. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. L'invité, c'est le sénateur UMP proche de François Fillon, Gérard Longuet. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir à 22 h. Belle fin de soirée en notre compagnie.